Salut les dingues de 125. Aujourd'hui, on voit une moto et pas des moindres. On va voyager dans le temps. Aujourd'hui, on est en 1994. 1994, c'est Kurt Cobain avec ça. Ouais, ça déchire. Il y avait deux choses à retenir en 1994. Il y avait Kurt Cobain avec Nirvana et il y avait la Cagiva 125 Roadster. Allez, c'est parti. Alors cette Cagiva, elle a une histoire, elle est toute issue de la Cagiva Blues qui était dans les années 92-93. De 1994 à 95, la Cagiva a adopté un amortisseur central et un porte-bagages différent. Je vous montre en photo. Ensuite, les versions suivantes ont adopté deux amortisseurs chromés et un nouveau porte-bagages également chromé. Elle va reprendre vraiment toutes ses bases pour pouvoir avoir ce restylage et cette redimension qu'a donné Cagiva à la moto avec ce Roadster, baptisé sous le nom de Roadster. En fait, pour la petite histoire, Cagiva a racheté l'usine CZ en République tchèque. Elle s'est effondrée là-bas, tout s'est effondré suite à la guerre. Et puis pour sauver l'usine, Cagiva a décidé de la racheter. Et pour relancer l'usine et sa fabrication, elle décide sur ses lignes de production de concevoir la Cagiva 125 Roadster en République tchèque avec des pièces issues à 100%, quasiment à 100% d'Italie. Donc on peut dire que cette moto est une italienne fabriquée dans les pays de l'Est. C'est ce qui fait que quand elle est sortie, elle a cassé en fait la concurrence, parce que sur le marché il y avait toutes ses concurrentes. Il y avait la Suzuki GN, la Honda CG et la Yamaha SR. C'est la concurrente de cette lignée. La Cagiva Roadster était vraiment faite pour se démarquer sur ce créneau. Et là où elle a fait fort, c'est avec sa tarification. Elle était à moins de 2000 € les amis. Autant vous dire qu'à l'époque, c'était vraiment très peu pour une moto neuve. Il y a beaucoup à dire sur cette moto parce qu'en fait, c'est un peu Scarface, cette moto, si tu veux. Elle a deux visages. Elle a la moto sous le visage sympathique, moto à balade, qui de 0 à 90, 100 km/h te promène, on va dire, tranquillement sur les routes de campagne ou même en centre-ville. Et puis le deuxième visage, un peu plus sombre, un peu plus hard, dès lors qu'elle dépasse les 8000 tours minute, ça devient une machine de guerre, mais on va y revenir. Cette Cagiva a été commercialisée de 1994 à 1999. Elle dispose d'un cadre tubulaire en acier doublé, double berceau. Sa hauteur de selle, c'est là que c'est intéressant, elle est à 76,5 cm du sol. Autant te dire que n'importe qui peut monter dessus, même les gens de petite taille. Idéal par exemple pour une femme. Si vous êtes de petite taille, c'est la moto idéale. Cette moto convient aux gens de petite taille comme aux gens de grande. Elle n'a pas de restriction au niveau de la hauteur d'assise, tout le monde peut embarquer sur cette moto. Au niveau de l'envergure, on est quand même sur une belle machine de 2,165 m de long. Autant te dire qu'il lui faut quand même un petit peu de place dans le garage. Elle pèse, tout fluide embarqué, 125 kg, donc c'est vraiment correct pour une machine. Elle est pas trop lourde, pas trop légère, elle se manie bien. Au niveau de la partie cycle à l'avant, on est sur une fourche télé hydraulique avec des tubes de fourche de diamètre 36 mm. Elle dispose d'un très bon débattement de 160 mm. Son frein à disque est d'un diamètre 260 mm sur un étrier double piston. Sa roue à l'avant est d'un diamètre de 19 pouces et elle embarque un pneu de 90 par 90. À l'arrière, on y retrouve deux amortisseurs chromés avec un débattement de 120 mm. D'ailleurs, à cette époque, beaucoup de pièces étaient chromées de série en usine. Ici, par exemple, le pot d'échappement, les amortisseurs, le clignotant, le porte-bagages et tout un tas d'autres accessoires. C'était courant à l'époque de retrouver tout un certain nombre de chromes sur les machines. À l'arrière, la jante, c'est une jante en 16 pouces, ce qui assoit et descend la machine, qui lui donne du style, qui relève un peu l'avant et fait ressortir vraiment son côté custom. Elle est montée sur un pneumatique de 130 de large
par 90 de haut. Au niveau du tambour, pour ce qui concerne le freinage, on est sur un très gros tambour de 160 mm qui freine vraiment très bien. Cette moto a été déclinée principalement sur 3 coloris. La rouge, ici présente, avec le roadster en surbrillance chromée. La noire, avec une décalcomanie, un adhésif orangé sur le côté. Et la bleu azur, on va dire de manière générale, plus classique et plus discrète en termes de couleur. On peut retrouver occasionnellement sur certains modèles des écopes de réservoir noirs. Ici, ils sont gris. Au niveau du moteur, on est sur un moteur 2 temps, refroidissement par air, avec une admission et une distribution de l'essence par clapet, les clapets étant directement insérés sur le cylindre, et une alimentation en essence par carburation, carburateur Delorto PHBL 24 mm de diamètre. Alors les amis, cette moto, comme ça, d'à part entière, elle présente bien, mais elle ne laisse pas apparaître en fait le démon qui se cache en elle. Parce qu'il faut savoir que au niveau réglementation, cette moto était annoncée à seulement 13 chevaux. T'as entendu, 13 chevaux. Je ne sais pas où ils sont leurs 13 chevaux. Est-ce qu'ils sous-dimensionnaient à l'époque la puissance des moteurs pour pouvoir les faire passer sur le territoire français? J'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que oui, de 0 à 90 km/h, si tu te promènes, il y a 13 chevaux. Mais dès lors que tu envoies dans les tours, que tu tournes là les gaz et que tu montes les tours du moteur, que tu dépasses aisément les 9000 tours minute, ce que je peux te dire, c'est que au-delà de 9000 tours, le diable sort de cette moto. D'accord. On va avoisiner les 130 km/h facilement. Sans trop de difficultés. On va dire de 100 à 130, il y a un delta qui se crée, c'est-à-dire que toute la puissance arrive d'un coup, et quand on lance ce moteur, on a l'impression d'être un petit peu dans le Space Mountain, si tu vois ce que je veux dire. D'un seul coup, tous les watts arrivent, toute la puissance arrive, et on sent une réelle différence de puissance. Alors le gros point négatif de ces motos à cette époque, on va pas se voiler la face, c'est leur consommation, surtout en 2 temps. Sache qu'avec ton gros réservoir de 11 litres, tu parcourras 183 km, pas un de plus, d'accord? C'était ce qui était donné au niveau constructeur. Donc avec un plein de 11 litres, 183 km, avec une consommation de 6 litres au 100 km. Autant te dire que il faut la nourrir, elle a soif, mais en échange, elle te le rend bien. Quand tu tournes la poignée de gaz, elle te le rend bien. Sur cette moto, il y a une réserve. Cette réserve te sauvera peut-être si tu tombes en panne avec, parce qu'elle a une autonomie de 5 km. Donc autant te dire que si tu tombes en panne avec cette machine et que tu passes sur la réserve, il faut vite faire fissa pour trouver une station-service. Au niveau de la réserve, ça se passe ici. Tu as le gros robinet, tu as 3 positions. En bas, ça distribue l'essence. Au milieu et à l'envers de l'autre côté, tu passes en réserve. Alors, on va faire le tour ensemble de la machine. Ce qu'il y a de vraiment joli à cette époque, c'est qu'on retrouvait tout un ensemble de chrome. Donc le pot d'échappement, le porte-bagages à l'arrière, les clignotants, le haut de fourche qui était en chrome, le tour de phare, chrome magnifique, les rétros, les clignotants avant, bien entendu les jantes, les bouts des cale-pieds, le bouchon de réservoir, des poignées. Les poignées d'origine, c'était des poignées classiques en caoutchouc noir. J'ai rajouté des poignées mousse, un diamètre supérieur à la normale avec une finition chrome sur les 2 extrémités. L'assise est très très confortable, on va dire moulée. On peut le dire, c'est vraiment moulé, si tu veux, incurvé de manière à caler ton arrière-train. Hein. Tu es vraiment bien installé sur cette moto, grand confort. Le passager, quant à lui, a sa petite selle.
avec ses cale-pieds aussi chromés. Elle a existé cette moto avec des selleries grises, gris clair. Alors cette moto elle est superbe, hein. Moi j'adore, c'est ce look là, roadster de l'époque. Ah, je trouve ça mais stylé, une puissance. Le réservoir rouge comme ça, c'est rouge cerise. Gros pneu, son gros boudin à l'arrière qui fait vraiment Mad Max, moi j'adore. Alors, je sais que certains ont eu la chance d'avoir des Cagiva Roadster avec une double sortie d'échappement de chaque côté. C'est apparemment extrêmement rare, mais ça a été produit avec une double sortie d'échappement. Alors, est-ce que c'était une commande spéciale? Est-ce que ça a été retiré par la suite? Je ne sais pas. Mais elle a été produite en double échappement. Comme la fourche est très grande et qu'il y a un très gros débattement au niveau de la fourche, j'ai trouvé, en fait, original d'y apporter une trousse, on va dire, de premiers soins, premiers secours, d'entretien, outils, etc. Une petite musette, afin de cacher le trou qu'il y avait ici, on va dire, entre guillemets, hein, le trou, le gros débattement, la grosse ouverture qu'il y avait ici est caché par ce porte-outil. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Pour l'allumer, première position, parce qu'il y en a deux. La première, ici, le bouton pression start. C'est vieux, mais ça démarre toujours au quart de tour. En tout cas chez moi. Ça y est, le temps de chauffe a bien été respecté. Donc je vais pouvoir envoyer les gaz. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, hein. En fait, dès lors que le moteur est chaud, là, elle ne fume plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les temps de chauffe. On va l'éteindre. Alors au niveau de la mise en route, surtout l'hiver, ces motos ancienne génération disposaient de carburateurs. Et sur ces carburateurs, il y avait des starters manuels à main directement sur le carburateur. Certaines motos retrouvent des starters au guidon avec une petite gâchette. Ici, non, c'est directement sur le carburateur. Donc ici, vous actionnez ici la position choc vers le bas. En fait, vous obstruez l'air et là, vous êtes en position starter. Quand elle est chaude, vous relevez. Au niveau du poste de pilotage, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, déjà, vous y retrouvez un compteur gradué à l'extérieur en km/h et à l'intérieur en MPH, la vitesse anglaise américaine. Pas de compte-tour, juste un compteur qui va jusque 200 km/h. On y retrouve un kilométrage total de la machine et un kilométrage journalier que tu peux remettre à zéro ici sur le côté. On y retrouve le Neyman. Alors il y a deux positions sur cette machine, il ne faut pas se faire avoir. La première, c'est pour démarrer, donc tu le sais parce que tu as la position du neutre qui apparaît, et le témoin ici d'huile moteur ici, parce qu'en fait c'est greffage séparé. Tu mets ton huile moteur ici et l'essence ici. Certaines personnes suppriment la pompe, donc suppriment ce réservoir et font directement le mélange ici. Ils mettent l'huile directement dans l'essence. Mais le graissage est ici. Si tu as rien modifié, que si la moto est 100% d'origine, l'huile c'est ici. Donc quand ça s'allume, ça signifie que tu n'as plus d'huile dans le réservoir. Voilà, c'est la cata. Si tu roules sans huile, tu casses le moteur. Donc
l'importance du témoin, tu comprends? Enfin, tu m'as compris. Ici, sur les côtés, bah, c'est d'autres indicateurs comme le plein phare. Au niveau des indicateurs sur la gauche du Komodo, on y retrouve plusieurs positions. Éteint, position, feu de croisement, plein phare, clignotant. Ici, le bouton passe, bah, c'est pour faire des appels de phare, hein, tout simplement. Et là, sous le dessous, c'est le klaxon, qui est assez grave d'ailleurs. Sur la droite, on y retrouve la position run et la position off. Run pour démarrer. Si tu n'es pas sur run, tu démarreras pas. Tout ça, c'est des sécurités. Il y a beaucoup de sécurité sur cette moto. Off, tu coupes le moteur, mais tu peux également couper le moteur à la clé de contact. Moi, je la coupe à la clé de contact, mais tu peux très bien couper le moteur ici. Et puis ici, le bouton start, bien évidemment, pour démarrer. Voilà, comme ça, vous voyez l'état du compteur la nuit avec tous les éclairages. Le bouchon de réservoir, il est taclé. Tu appuies là, ça s'ouvre, pareil. Le bouchon reste fixé sur le réservoir. Tu n'as pas le souci de savoir où tu vas poser le bouchon. Donc c'est pas mal. Au niveau des freins, on est sur du gris méca. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce retour de chrome. Le guidon, les clignotants, le tour du phare à l'avant, le compteur. Alors sous la selle, qu'est-ce qu'on y retrouve? Parce que c'est une immense selle. Mais à l'époque, ils faisaient ça bien, il y avait encore de la place. Donc tu as deux tiges ici, tu fais ça, clac, tac, tu la retires. Et en dessous, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bah, à l'époque, ils faisaient ça bien. Tu y retrouves une très grosse accessibilité à la batterie pour pouvoir la retirer. Et puis ici, un porte-outils. Alors ça, c'est escamotable. C'est une boîte dans laquelle tu pouvais mettre des tournevis, des outils. Voilà. Pour remettre la selle, attention, il faut un bac plus 2. Non, je rigole. Tu mets l'encoche devant. Tu vises les encoches à l'arrière. Tu fais une petite pression. Et la bête est finie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche. Tu seras ainsi averti des prochaines vidéos à venir. Et puis, si t'es super sympa, bah partage, ça va m'aider un maximum. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!